Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va marier deux univers, la montagne et les sciences, en descendant au cœur des glaciers, en volant avec des vautours ou en revivant la naissance de l'alpinisme avec la première ascension du Mont Aiguille, reconstituée grandeur nature 5 siècles plus tard par des scientifiques isérois. Avec moi sur ce plateau, Alexis Lamotte. Bonjour Alexis. Bonjour. Doctorant en glaciologie à Grenoble, qui étudie notamment les phénomènes de réchauffement climatique à travers les carottes de glace. En face de vous, Éric Larose. Bonjour Éric. Bonjour, bonsoir. Organisateur des rencontres Montagne et Sciences, qui va être le fil rouge de cette émission. Elles auront lieu les 10 et 11 novembre prochains au Palais des Sports de Grenoble, un événement qui réunit scientifiques et réalisateur de films. Et ça tombe bien, on a un réalisateur de films sur ce plateau avec nous aujourd'hui, Ludovic Wels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du film qui s'appelle Retour au Mont Aiguille, qui sera diffusé en avant-première pendant ces rencontres Montagne et Sciences. Un film qui retrace l'ascension, la première ascension du Mont Aiguille, comme elle a pu être réalisée il y a plus de 500 ans. Alors le Mont Aiguille, pour ceux qui ne le situent pas forcément bien, c'est chez nous en Isère. Éric Larose, c'est une curiosité géologique, hein, cette montagne qui paraît inaccessible. Oui, ça fait partie du massif du Vercors, effectivement, et c'est aussi un point de repère pour tous les alpinistes, puisque ce Mont Aiguille, il se voit de quasiment toutes les Alpes, en tout cas toutes les Alpes françaises. Et ouais, on est dans un massif calcaire, on a une particularité de jeu de failles. Il y a 3 failles autour du Mont Aiguille qui fait que cette montagne s'est séparée du massif du Vercors tout doucement. Il culmine à 2087 mètres, c'est pas très haut, mais effectivement, quand on voit ces images aériennes, on se demande par où on peut monter pour atteindre cette pelouse sommitale. La première ascension de cette montagne a eu lieu le 26 juin 1492 par une équipe emmenée par Antoine de Ville, qui était militaire du roi Henri VIII. On considère que cette ascension a marqué les débuts officiels de l'alpinisme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on est allé, on a fait la conquête de ce mont sans vraiment avoir d'autres raisons que juste le plaisir ou en tout cas l'envie, l'honneur d'être au sommet. Et donc c'est ce qui marque un petit peu la naissance de l'alpinisme par rapport aux autres ascensions qui se faisaient dans un but soit de la chasse, soit des minéraux qu'on pouvait récupérer en altitude. Alors, il y a quelques années est venue l'idée de reconstituer cette ascension du Mont Aiguille avec les moyens de l'époque, de 1492. Ludovic Wels, c'est vous qui avez participé à ce projet à travers votre œil de réalisateur. Elle est née comment cette idée ? En fait, assez simple. Nous, on regardait des lieux pour différents tournages. On est tombé par hasard sur le Mont Aiguille. On se demande... On le remarque. On le remarque. On se dit, ah tiens, on a ça en France. Et en fait, assez vite, en faisant des recherches, on se rend compte que c'est considéré comme le berceau de l'alpinisme. Et voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça. On ne sait pas comment ils ont pu grimper, à part avec des échelles ou de subtils engins. Et il n'y a pas d'iconographie, donc on ne sait pas à quoi ça ressemble. On ne sait pas à quoi ça ressemblerait. Et à partir de là, j'ai commencé à me passionner pour le sujet. J'ai rencontré différents scientifiques, historiens. Et avec Stéphane Gall, qui est à l'Université de Grenoble, on a commencé à approfondir le sujet. Lui, il avait déjà fait une expérimentation scientifique de traverser des Alpes comme François Ier en 1515, avec son armure de 40 kg. Et là, l'idée, donc c'était, je lui ai demandé, est-ce que tu serais capable de refaire une telle expérimentation sur le Mont Aiguille ? Et lui, très enthousiaste, il a dit « Ok, c'est parti ». Et à partir de là, en fait, le projet s'est lancé. J'ai commencé à le suivre depuis 2019 jusqu'à fin 2022. Et on a réussi, à travers ce projet, grâce aux recherches, grâce à un recordman d'ascension qui est Bernard Angelin, qui connaît la montagne comme sa poche, à refaire une iconographie moderne de l'ascension de 1492 grâce à la 3D, grâce à des différents outils technologiques qu'on voit dans le documentaire.
vous savez aujourd'hui où ils sont passés? Je crois que vous avez fait des recherches pour essayer de comprendre dans les archives l'itinéraire qu'avaient emprunté ces précurseurs. Alors en gros, on va dire c'est là tout l'intérêt du documentaire, c'est un documentaire immersif, donc c'est-à-dire qu'on suit vraiment dans l'action au fur et à mesure différentes personnes qui avancent dans la recherche. Et le documentaire arrive à un point où on a une voie probable d'ascension et les différents éléments d'ascension qu'ils auraient pu utiliser, donc des échelles et autres éléments que vous pourrez voir dans le documentaire. Vous évoquez la modélisation, puisque ce sont des scientifiques ou historiens qui ont travaillé avec vous sur ce projet, donc ils ont apporté leurs outils du 21e siècle. Il a fallu d'abord mettre cette montagne du Mont Aiguille qu'on voit là en image sous forme numérique. En fait, pour repréciser, disons que Stéphane a fait l'expérimentation scientifique à même la montagne avec des échelles, et on va dire l'expérimentation aurait pu s'arrêter là, mais c'est en plus grâce à notre expertise, et c'est aussi pourquoi c'était important que nous on reste dans le projet, sachant que c'est un documentaire autoproduit, donc intégralement financé par ma société, et en fait on va dire l'intérêt que nous on reste dans le projet jusqu'au bout. Le projet aurait pu se faire sans le documentaire, mais l'intérêt, c'est que nous, on est experts dans le drone et la photogrammétrie. Photogrammétrie, c'est pouvoir modéliser n'importe quoi à partir d'un ensemble de photos. Et donc l'idée, c'était de pouvoir aller plus loin que l'expérimentation physique, d'arriver avec notre expertise de drone. On a fait 20 000 photos de la montagne, ce qui a permis de modéliser la montagne en 3D. Et ensuite, cette 3D, face à Stéphane, historien, et Bernard Angelin, recordman, et surtout qui connaît très bien la montagne, tous les deux devant un ordinateur, ils ont pu se dire, voilà, on peut passer par là, par là, par là, avec telle échelle, une échelle de 2 mètres, une échelle de 5 mètres, une échelle de... Voilà. Et ils ont réussi à redéfinir le parcours grâce à leurs connaissances communes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à retracer un chemin probable. Alors ces échelles, une fois que les modèles ont permis de voir à peu près où elles pouvaient se positionner dans la montagne, il a fallu les construire, puisque c'était une expérimentation grandeur nature. Ça a été construit localement aussi Oui, alors disons que la 3D s'est faite après. L'expérimentation physique s'est faite avant pour savoir où est-ce qu'ils auraient démarré l'ascension. Mais après, toute la création d'éléments s'est faite en local, parce que le but de l'expérimentation scientifique, c'est de faire comme avant, comme à l'époque. Et donc l'idée, c'était d'aller chercher, Stéphane, c'est ce qu'il a fait, il a trouvé des charpentiers, des artisans locaux pour faire ces éléments. Et donc ils ont recréé les échelles sur la base des documents d'archives historique. Donc ils avaient 2 documents d'archives du XVe siècle avec des cotes. Ils se sont rendus compte que les cotes n'étaient pas bonnes, donc les charpentiers ont réadapté, on va dire, ces cotes du XVe siècle pour faire des échelles comme à l'époque. Voilà. En quel bois elles sont faites, ces échelles? En pin. Du pain. C'est lourd, j'imagine. On les voit là dans l'atelier. Après, il faut les manipuler sur une montagne. Ça pèse quel poids, ce type d'échelle? En fait, ça paraît lourd, mais c'est ce qu'ils expliquent dans le documentaire, justement, c'est que ça fait que 8 kilos. Un tronçon d'échelle fait que 8 kilos. Et en fait, sur le dos, ça paraît rien du tout. Il suffit, quand on fait de la randonnée, le sac peut grimper à 10, 20 kilos. Voilà. Ouais. Donc en fait, 8 kilos, c'est rien du tout. C'est juste que c'est pas forcément pratique dans certaines situations de forêt. Quand on marche, on peut rester bloqué. Voilà, il faut se pencher. Voilà. Bon, bref. Mais disons que c'est pas très lourd à porter. Oui, il en faut plusieurs, par contre. Il en faut plusieurs. Et donc, il faut beaucoup de gens. Et c'est aussi ça la difficulté de l'expérimentation scientifique, c'est que si on refait comme à l'époque, dans les mêmes conditions, donc avec des chevaux, à pied, un tronçon d'échelle, c'est une personne. Donc on imagine à l'époque, avec les dizaines et les dizaines de tronçons d'échelle, il fallait des dizaines et des dizaines de personnes. Ah, ils ont été très nombreux à mobiliser sur cette... A priori, beaucoup plus que ce qui est dit dans les documents d'archives, et c'est aussi à ça que l'expérimentation scientifique sert, c'est que dans le document d'archives, il parle d'une quinzaine de personnes, alors que là, on est clairement sur beaucoup plus. Ouais, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas forcément possible et qu'il y en avait peut-être plus qui avaient été mobilisés. Exactement. Vous avez laissé aucun détail au hasard, même les tenues ont été reconstituées. À l'époque, on n'avait pas de chaussons d'escalade, on n'avait pas de tenue adaptée. Hein. Antoine Deville, c'était un chevalier. Donc un chevalier, ça se déplace en armure. Et au XXIe siècle, on n'est pas forcément trop habitué à se balader en armure. Donc il a fallu faire des petits tests en laboratoire pour manier cet équipement. En gros, ils font des tests en laboratoire pour savoir, pour recomprendre comment dire. Antoine Deville, c'était en effet un chevalier, il a l'habitude de grimper les échelles en armure. Mais après, face à la montagne, évidemment, c'est quelqu'un d'intelligent qui réfléchit. Il ne va pas mettre une armure de 40 kilos pour grimper la montagne. Donc l'idée, non, c'était plutôt de se fier aux chasseurs de chamois
qui avait une tenue spécifique, beaucoup plus légère, qui avait un chapeau spécifique. Et après, pour les chaussures, on peut supposer aussi que c'était de la peau de chamois ou c'était qui s'accroche beaucoup plus à la paroi, ou de bouquetin, pareil. Voilà, parce que justement sous les pattes, c'est de la membrane, pareil, qui s'accroche bien à la montagne. Donc voilà, c'est des suppositions et ils ont tenté de créer des costumes dans ce sens-là. Bon, cette ascension grandeur nature a eu lieu au cours de l'été 2022. Ça faisait les 530 ans, je crois, de la première du Mont-Aiguille, avec, pour aller jusqu'au bout dans le concept des chevaliers, une approche de la montagne à cheval. Oui, pareil, le cheval, ça fait partie de l'expérimentation et le but, c'était de savoir est-ce qu'ils ont grimpé les échelles à cheval ou pas. Donc, vous avez la réponse dans le documentaire. J'ai une petite idée, mais bon. Mais du coup, voilà, on pensait au début que les chevaux allaient être utiles pour déplacer un maximum d'échelles, des pièces lourdes. Et finalement, l'expérimentation a démontré que ce n'était pas si évident. Voilà. Donc ça, il l'explique. Il a fallu combien de temps pour refaire cette ascension le jour J ? Disons qu'ils ont fait une partie de l'expérimentation. Enfin, ils ont fait seulement un tronçon de la montagne en expérimentation. Et le temps de tout mettre en place, de créer les échelles, nous, c'est comment dire, il y a toujours des questions de financement, etc. Mais ça a quand même pris pas loin de 2 ans. Ouais. Et le jour de l'ascension Le jour de l'ascension, ils ont mis 2h30 pour mettre 15 mètres d'échelle, à peu près. D'accord. Avec une petite entorse, si je peux me permettre, à ce qui s'est passé en 1492. On l'a vu sur ces images rapidement. Il y avait quand même des cordes. Il y avait une sécurisation des acteurs de ce projet, j'imagine, par des guides de haute montagne. Donc là, il y avait une sécurisation, mais idem, à l'époque, ils n'avaient pas forcément cette sécurité. Ouais. C'était pas les mêmes types de cordes. C'est des cordes en chambre, ça casse plus facilement. C'est pas sûr qu'ils soient sécurisés avec des cordes en chambre à l'époque. Et donc, on peut supposer aussi qu'ils n'ont pas parlé de mort, pas parlé d'accident dans les documents, mais on peut supposer que... il y a eu un peu de dégâts. Voilà, il y a peut-être eu des dégâts, il y a peut-être eu des chutes. En tout cas, vu que c'est quand même une montagne qui n'est pas si évidente, surtout du côté où nous, on pense qu'ils ont grimpé, le fait qu'il y ait 0 blessé, sans parler de mort, c'est... Ça paraît assez improbable. Improbable, ouais. Bon. Ça restera une partie de mystère, puisque, comme vous le dites, il n'y a pas d'archives qui attestent clairement de ce qui s'est passé en 1492. Et excusez-moi, mais je voulais juste rajouter un élément qui est quand même important, c'est que dans le documentaire, c'est la première fois que vous verrez des images du Mont-Aiguille en drone, telles que vous allez les voir, parce que c'est la première fois que le parc naturel du Vercors autorise des images en drone. Et donc, c'est la première fois qu'on voit le Mont-Aiguille en drone d'aussi près. Voilà. Donc, voilà, je juste faire cette petite... Aujourd'hui, on redescend du Mont-Aiguille en tirant des rappels, pour ceux les alpinistes qui montent au sommet. Vous êtes redescendu comment par les échelles aussi, toute l'équipe ? Disons qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont montés sur les échelles, donc pas beaucoup qui sont descendus, et ceux qui sont montés étaient sécurisés. Bon, le film fait en tout cas une quarantaine de minutes. Il sera à découvrir en avant-première le samedi 11 novembre au Palais des Sports, dans le cadre des rencontres montagne et sciences. Éric Larose, c'est la 10e édition. C'est un événement qui s'imbrique depuis sa création avec les rencontres ciné-montagne qui ont lieu tous les soirs de la même semaine au même endroit, au Palais des Sports. C'est quoi la différence entre les deux événements ? D'abord, quels sont les points communs ? On est toujours sur du film grand public, du film spectacle, du film d'aventure. L'aventure, là, elle est humaine, mais aussi scientifique. Voilà, on essaye de rajouter une dimension un petit peu, on va dire, culturelle, de culture générale, un petit peu scientifique. C'est pas un festival à destination des spécialistes, vous allez le voir sur le documentaire du Mont-Aiguille, mais sur tous les autres documentaires qu'on va passer. C'est pas à destination des spécialistes, c'est vraiment plutôt pour les familles et le grand public. Et puis oui, c'est la 10e édition, ça fait 10 ans qu'on est partenaire avec le Ciné Montagne. Il y a des évolutions quand même, puisque lorsqu'on a démarré le festival il y a 10 ans, c'était pour 2 dates, le vendredi après-midi et le samedi après-midi de la semaine du Ciné Montagne. Et puis, on a progressivement développé une tournée. On est dans une dizaine de villes maintenant, en Auvergne-Rhône-Alpes et même au-delà, dans les Alpes du Sud et en Suisse. Et Grenoble, ça reste nos 2 journées phares, puisque c'est là qu'on lance le festival. C'est là qu'on aura le plus grand plateau d'invités. Et puis, c'est là qu'on aura les premiers films en première diffusion. Donc, on a 3 films en première diffusion ce samedi 11 novembre. Et ça, c'est toujours sympa de pouvoir avoir cette primeur pour notre public. On voit quelques images de la bande-annonce. Il y a une dizaine de films qui sont programmés pendant les 2 jours et on le voit avec ce florilège d'images. On touche aussi un peu à toutes les disciplines de la montagne, au-delà des sciences. Oui, alors on a des sciences, on va dire un petit peu des sciences dures,
On va parler de la glaciologie dans quelques instants. On parle de botanique, de faune, de flore, de climat, mais on parle aussi d'histoire. C'est vraiment bien qu'on ait ce film sur le Mont Aiguille cette année, parce que c'est vraiment dans notre philosophie d'ouvrir le festival à toutes les disciplines, sciences humaines et sociales comprises. Et donc c'est très bien. Et puis c'est accessible à tous. C'est des sujets qui nous touchent tous. Vous parlez de la faune, il y aura notamment un documentaire sur les vautours qui sont très présents aussi dans le massif du Vercors. Oui, alors le film s'appelle Spy to Fly en anglais, on aurait envie de dire les observations du vol. C'est un film sur la compréhension de la façon dont les vautours vont voler, comment ils interagissent entre eux, comment est-ce que les vautours entre eux s'aident à voler mutuellement. Et pour faire ça, on a équipé des parapentistes avec tout un tas d'instrumentation scientifique pour voir comment les parapentistes, eux, apprenaient à voler ensemble. Donc c'est une double implication entre les humains qui apprennent, on va en reparler après, aux vautours à voler, les vautours qui apprennent aux humains à voler. C'est vraiment passionnant parce qu'effectivement il y a des grosses interactions et là on découvre que pour voler il faut utiliser le vol des autres, des oiseaux, des parapentistes. Et ce sera aussi un film en première diffusion. Bon, les parapentistes sont moins doués que les vautours quand même pour voler. Alors oui, il n'y a pas de comparaison possible. Pour l'instant, il n'y a aucun humain qui arrive à voler aussi avec une efficacité de celle des grands planeurs comme les vautours, les aigles. Alors, puisqu'on parle de rapaces, il y aura un invité qui est un grand spécialiste français, même européen, de ces oiseaux. C'est Jacques-Olivier Travers. Oui, qui sera là avec nous au Palais des Sports. Donc lui, il ne sera pas sur le film, mais il sera juste après le film dans l'espèce de débrief qu'on organise, le plateau où on va parler de ce film. Et Jacques-Olivier, eh bien, il fait partie de ces gens assez exceptionnels qui ont réussi à élever des rapaces pour les aider à être réintroduits et pour leur réapprendre à voler. Un rapace qui naît en captivité, on pense qu'il n'est pas capable de voler, d'aller chasser tout seul. Et puis Jacques-Olivier Travers a fait cette démarche d'apprendre à ces rapaces, dès qu'ils sont poussins, progressivement à les aider à reprendre leur autonomie. Et on l'avait reçu à Montagnier Science il y a quelques années. Il était encore dans cette phase où il voulait aider les pigargues, donc les aigles à queue blanche, à revenir dans les Alpes. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et puis depuis 2 ans, ça y est, les premiers pigargues sont en train de revenir, de recoloniser les Alpes. Pour l'instant, c'est autour du lac Léman, parce que ce sont des oiseaux qui sont des oiseaux pêcheurs. On pense toujours aux aigles à la très haute montagne. En fait, la plupart des aigles, comme les pigargues, sont d'abord des pêcheurs, donc ils vont autour des lacs. Et ça y est, on a les premiers rapaces qui sont enfin libérés et qui commencent à revenir repeupler les Alpes. Et il sera au Palais des Sports avec un pigargue qui, lui, est un pigargue qu'il a gardé, qu'il a élevé, dressé. Et donc, vous allez avoir un aigle au-dessus de votre tête qui va voler au Palais des Sports. Ah oui, parce qu'il ne se déplace jamais sans ses rapaces, Jacques-Olivier Travers. La preuve, c'est que j'ai retrouvé les images de sa dernière venue sur notre plateau, voilà, à votre place, il y a quelques années. Et c'était un grand-duc qui nous avait fait l'honneur de l'accompagner tout au long de cette émission. À côté, c'est Jean-Baptiste Chandelier, un parapentiste qui était, comme moi, un petit peu tendu, en tout cas, devant cet oiseau qui a évolué dans notre studio. Donc je pense qu'au Palais des Sports, là, ils seront beaucoup plus à l'aise pour voler, oui. Un peu plus de volume. Oui, mais un pigargue, c'est comme un aigle, ça fait plus de 2 mètres d'envergure, c'est assez impressionnant. Alors c'est pas des très gros oiseaux quand ils ont les ailes repliées, quand ils déploient leurs ailes, c'est très impressionnant. Ouais, ouais. Donc on va le voir passer 2 mètres au-dessus de nos têtes, c'est toujours un moment incroyable. On avait vécu ça avec le public jeune il y a quelques années, et là on va vivre ça avec le grand public du samedi. Bon, il y aura sûrement un gros succès pour la séquence avec Jacques-Olivier Travers. Est-ce qu'il sera aussi bon à l'applaudimètre que votre invité de l'année dernière, un certain Jamie Gourmaud, qui avait déchaîné les foules au Palais des Sports? Oui, bah ça, c'était un peu notre tête d'affiche l'année dernière. C'était pour la programmation scolaire. On avait 3000 scolaires dans la salle et c'est vraiment une ambiance de folie qui nous a mis. Jamie Gourmaud, faut imaginer que C'est pas sorcier s'est arrêté depuis plus de 10 ans. Et dans la salle, il y avait des enfants qui n'avaient jamais vu C'est pas sorcier à la télé et qui pourtant hurlaient de joie parce qu'ils connaissent tous Jamie Gourmaud. Ah oui, c'est animateur d'une émission qui a été créée en 93. Donc il y a une trentaine d'années. Indémodable. Alors vous l'avez dit, Éric, la glace sera aussi l'une des thématiques abordées pendant ces rencontres Montagnier Science avec des glaciologues
de toutes les générations. Il y a Alexis Lamotte sur ce plateau qui fait partie, on va dire, de la nouvelle génération, hein, des moins de 30 ans. Quand C'est pas sorcier s'est créé, vous n'étiez pas encore né. J'ai connu C'est pas sorcier. Vous avez connu, mais peut-être les dernières années, pas les années des années 90. Il y aura aussi sur place un des pionniers de l'exploration glaciaire, Jeannot Lamberton, qui est un Isérois qui a fait des grandes heures de l'aventure dans les années 80 et 90. Un Isérois drômois, attention. Drômois, oui, du Vercors, on va du dire. Vercors Sud. Alors, oui, Jeannot Lamberton, il est né en 45. Il a grandi dans les pas de la Résistance, puisqu'il a découvert les grottes quand il était tout petit, qui étaient à l'époque encore des caches d'armes, en tout cas des caches d'armes abandonnées après la Deuxième Guerre mondiale. Il a grandi avec la spéléo. Il a découvert un nombre incroyable. Il a exploré un nombre incroyable de cavités dans le Vercors. Et puis en 1986, sur un encouragement d'Arun Taziev, le volcanologue, il décide d'aller inventer une nouvelle forme de spéléo, qui est la spéléologie glaciaire et sous-glaciaire. Et donc il commence en 1986 sur les moulins de la mer de glace, et en 1989 c'est le premier à aller au Groenland pour explorer les immenses moulins du Groenland, où il va battre progressivement tous les records de profondeur, 100 mètres, 150 mètres et même un peu plus. Et donc c'est quelqu'un qui a un parcours de vie extraordinaire. C'est vraiment une légende de la montagne qu'on a, je crois, pas beaucoup invité à Ciné Montagne et à Montagne et Sciences. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir son témoignage sur la spéléo et la spéléo glaciaire. Il fallait avoir envie de se jeter dans ces trous glaciaires. On ne savait pas trop ce qu'il y avait dessous. Et puis un glacier, ça bouge, ça peut être dangereux. Oui, alors ça bouge lentement quand même. Par contre, dans les moulins, il y a de l'eau. Et c'est des premières explorations de Jeannot Lamberton au Groenland. Ils se sont rendus compte que, au contraire de la plupart des glaciers des Alpes, qui sont autour de 0 degré, c'est juste de la glace, mais de la glace qui est à 0 degré. Au Groenland, la glace est plutôt entre -5 et -10. Et quand il y a de l'eau qui coule dans le glacier, elle finit par regeler. Et donc, ils avaient toutes leurs cordes, première exploration, gelées. Et ils ont eu de belles frayeurs parce qu'ils ont eu du mal à remonter. Ils auraient pu y rester les premières fois. Ça se forme comment, un moulin de glace? Un moulin, c'est alors le Groenland, hein, c'est comme dans les Alpes l'été, sauf que dans l'Arctique, le soleil brille toute la journée. Donc à partir du mois de mai, juin, juillet, le soleil va chauffer la glace en permanence et donc ça va fondre énormément, très très vite. Ça crée des rivières qui s'appellent des bédières, et puis les rivières vont se jeter dans des fissures, dans des crevasses qui vont s'agrandir au fur et à mesure. Donc tant que l'eau va couler, la crevasse va rester très très large, et donc le moulin va être actif, le puits va se creuser, et puis dès qu'on arrive à l'automne, la neige, enfin l'eau arrête de couler et la glace va se déformer et reboucher, refermer ce moulin. Donc il y a une période d'activité. Évidemment, quand il y a de l'eau, c'est difficile d'aller dans le moulin parce qu'on est vite trempé. C'est très très difficile de rester à 0 degré trempé comme ça dans la verticalité. Et donc on a une toute petite période entre septembre et octobre où on peut aller explorer les moulins, que ce soit dans les Alpes ou au Groenland. La saison des moulins, alors elle est courte, mais j'imagine que quand on descend comme ça dans un glacier, on doit ressentir une certaine émotion. C'est une activité que vous pratiquez aussi, Eric? Oui, alors occasionnellement pour le plaisir, mais aussi pour la recherche scientifique sur les glaciers alpins, où on a un certain nombre de problématiques où ça peut être intéressant de descendre au fond du glacier, voire même dessous. Mais ce qui nous a fasciné dans le film qu'on va proposer, donc c'est Into the Ice en anglais et Cœur de glace en français, le film du samedi après-midi, du samedi 11 novembre sur les moulins. Ce qui nous a vraiment passionné, c'est la qualité du travail photo du réalisateur qui a réussi à capturer le bleu de cette glace du Groenland qu'on retrouve pas aussi bien dans les glaciers alpins, il faut le dire. Hein. Le Groenland, cette glace d'une pureté absolue, et la mise en scène et la qualité du tournage de ce film est vraiment exceptionnelle. Je pense que les moyens qu'ils ont mis aussi le sont. Et on est vraiment dans le bleu de la calotte du Groenland, de la calotte de glace. Et c'est un voyage absolument extraordinaire. Alexis Lamotte, glaciologue, est-ce que vous êtes déjà descendu dans un moulin, Alexis? Non, jamais. Ça vous tente ou ça vous fait un petit peu peur? Mais c'est toujours avec... faut être accompagné, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas le meilleur des montagnards, donc il faut y aller. Et souvent, en fait, c'est ce qui se passe en tant que scientifique. On a souvent des gens qui connaissent le terrain et qui nous encadrent. Oui, parce que là, ça paraît facile sur les images de descendre, mais il faut remonter aussi. Il n'y a pas de sortie en bas, en général. Il faut remonter, oui, et puis pas trop tard.
Oui, il ne faut pas que ça gèle. Bon, alors, doctorant en glaciologie, Alexis, vous êtes un spécialiste, vous pas des moulins, mais des carottes de glace. Pourquoi l'étude de ces carottes de glace permet d'en savoir un peu plus sur notre climat aujourd'hui? Ce qu'il faut se dire, donc, c'est que quand il neige, en fait, dans la neige, il va y avoir ces petites particules dans l'air qui sont là, les aérosols, comme on dit. Et donc, quand il va neiger, il va y avoir cette couche de neige qui va avoir piégé ces aérosols-là, et qui, l'année d'après, il va y avoir d'autres neiges. Et en fait, ça va enfouir l'atmosphère du passé, tout ce qui s'est passé dans le temps. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est qu'au bout d'un moment, ça se tasse de neige, et au milieu, il va y avoir ces petites bulles d'air, dont on reparlera avec Claude Lorius notamment. Et ces bulles d'air, en fait, c'est de l'air totalement du passé. Et donc, on peut avoir comme ça, savoir quel était le climat pour monter en arrière sur des siècles et des siècles. Jusqu'à il y a 800 000 ans, il y a quelques millions d'années. Ouais. Alors, c'est un Grenoblois, Alexis l'a cité, Claude Lorius, qui fut le premier scientifique à étudier ces bulles d'air et à mettre en évidence aussi le lien entre la concentration de gaz à effet de serre dans ces bulles d'air et puis l'action humaine, l'évolution sur le climat. Oui, il a montré le rôle du CO2 dans l'évolution de la température de la Terre, et puis le lien qu'il y a entre la température et le CO2. Et là, on sait depuis les années 80 que la quantité de CO2 dans l'atmosphère a complètement explosé. Et donc, il faut s'attendre, et ça c'est irrémédiable, il faut s'attendre à ce que le climat se réchauffe. Là où on peut agir, c'est la quantité de degrés qu'on va être obligé de subir. Et là, on peut quand même encore agir un petit peu. Et c'est Claude Lorius, donc, qui est disparu récemment, qui avait découvert ça. Et on a souhaité lui rendre hommage cette année en rediffusant un documentaire, un dessin animé. Ce sera programmé le vendredi après-midi sur ces explorations. Et voilà, Claude Lorius a vraiment une vie qui est totalement dans la ligne éditoriale du festival. C'est de l'aventure, l'aventurier de l'Antarctique. On le voit là sur le plateau de Télé-Grenoble il y a quelques années, puisqu'il a fait sa carrière ici au laboratoire de glaciologie, même s'il a voyagé un petit peu partout sur la planète et notamment sur les pôles. Ça sont des images d'archives de ces années de scientifique. Il est mort à 91 ans après une vie effectivement très bien remplie. Oui, il a une vie de voyage, d'aventure, et puis d'énergie à communiquer les sciences, et puis à aller contre l'avis de tous les experts à une époque. Ouais. Dans les années 80, dire que le CO2 et que l'activité humaine est responsable du réchauffement climatique, c'était faire face à un déferlement de critiques. Il a tenu bon, et aujourd'hui, il faut lui rendre hommage. Il a vu juste. Visionnaire et précurseur, Claude Lorius, décédé en mars 2023. 22 expéditions polaires à son actif. Vous en avez combien, vous, Alexis? Polaire, aucune. Encore aucune. Bon, peut-être que ça viendra. J'imagine que ça fait partie aussi du métier de glaciologue, d'aller dans les pays froids. Ah, totalement. Je pense que c'est une des étapes. En fait, on a besoin de ce matériau-là, que Claude Lorius nous a montré la valeur que ça avait, ce trésor qui est enfoui dans ces glaces-là, en Antarctique, ou dans les glaciers qu'on a autour de nous. Et donc, c'est cette première étape. Et après, nous, on va l'analyser au laboratoire. Si je peux juste rajouter sur Claude Lorius, c'était un grand scientifique, mais c'était aussi quelqu'un qui savait faire une équipe. Et on a tout cet historique où on est au milieu de la guerre froide. Et il va réussir à monter une équipe avec des Russes, des Américains, des Français qui vont travailler ensemble pour récupérer ce trésor enfoui à Vostok, l'endroit le plus froid de la planète. Donc c'est plus qu'un scientifique, c'est une grande personne. Oui, parce que monter des expéditions dans ces terrains très hostiles, notamment à cette époque, on a peut-être moins de moyens technologiques qu'aujourd'hui. J'imagine que ça devait être un sacré défi. Donc bon, on a compris que les moulins ou les expés polaires, c'est pas encore dans vos premières années de carrière, mais vous étudiez donc ces fameuses carottes de glace, vous étudiez leur chimie. En quoi ça consiste, votre travail ? Alors, mon travail en particulier, donc je regarde ces aérosols-là. Moi, je travaille sur une glace qui a été forée juste à côté du Mont Blanc, à 4250 mètres. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, oui, je n'ai pas précisé, mais une carotte de glace, ça fait 10 cm de diamètre. Et c'est des tubes de 1 mètre. Et au Mont Blanc, on a 120 mètres de glace. Ça commence à faire. Et on remonte sur 100 ans, 200 ans. En Antarctique, on a plusieurs kilomètres.
Vous travaillez en chambre froide, alors j'imagine, pour pas que la glace se détériore. Il vaut mieux. Donc ça, c'est aussi c'est très subtil en fait. On est en Antarctique, à l'autre bout de la planète. On va faire revenir des échantillons, donc des kilomètres de glace. Il faut maintenir la chaîne du froid. Et ensuite, nous, on va la découper comme on peut le voir là, pour ensuite la faire fondre et regarder soit la forme des cristaux, soit les bulles d'air qui ont été piégées, soit ces aérosols-là, ces petites particules, pour regarder donc les variations du climat sur les derniers 800 000 ans. On voit cette courbe-là qui est la grande courbe après le forage Epica. Et après, on peut regarder aussi la période récente, qu'est-ce qui se passe sur les derniers 500 ans, 200 ans, 100 ans, où tout commence à s'accélérer. Et donc moi en particulier, je regarde des aérosols et on essaie de savoir quelles sont leurs sources. Et en regardant le poids des molécules, on arrive à savoir si ça vient plus de l'agriculture ou plus du moteur de voiture. Tous les deux ont émis la même molécule, mais ils l'ont émis avec un certain poids. Et nous, on essaie de retrouver ça dans le passé. Une forme d'enquêteur, d'historien du climat, finalement, quand on est chimiste en glaciologie. On a vu les images du laboratoire de Grenoble, qui est un des grands laboratoires européens spécialisés sur cette technologie, sur cette science. Vous évoquiez les carottes sur lesquelles vous travaillez, qui viennent des Alpes, du Mont Blanc. C'est un projet qui a démarré il y a quelques années, qui s'appelle Ice Memory, qui a une vocation assez particulière. Oui, voilà, comme on l'a dit, cette glace, c'est une valeur extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si on s'imagine le trésor, l'immensité de la mémoire de l'atmosphère qui est enfouie dans ces glaces-là. Et comme on le sait, avec ce réchauffement climatique, surtout dans ces glaciers alpins, nous à côté, en Bolivie, le Kilimandjaro, ils sont en train de fondre à une vitesse ahurissante. Et on perd l'information. On perd aussi parce qu'il y a cette fonte de surface. Alors c'est joli les moulins, mais scientifiquement, nous, c'est un calvaire, parce que si ça fond et ça emporte les molécules, nous, ces couches-là, d'année en année, elles disparaissent. Elles sont disparues, elles sont mélangées. Et ça, on ne sait plus l'interpréter. Donc Ice Memory est arrivé, partant de ce constat-là, en disant, on va forer le plus vite possible, c'est une course contre la montre, avec, donc, par exemple, pour le Mont Blanc, ils ont fait 3 forages, une carotte de glace qu'on analyse aujourd'hui, on essaie de mesurer un peu tout ce qu'on peut mesurer, et on laisse les mesures en libre accès, même si on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et ensuite, il y a 2 carottes qui sont envoyées en Antarctique, léguées aux générations futures. Et qu'on étudiera plus tard, j'imagine, quand la technologie aura évolué. Là, on voit les images d'il y a quelques années, donc de ce forage à 4000 mètres d'altitude à peu près, je crois même un peu plus, au dôme du Goûter, sur la voie normale du Mont Blanc. C'est aussi une extraction qui est complexe technologiquement parlant à ces altitudes. Et encore, celle-ci, elle est très facile parce qu'on peut monter en hélicoptère. Oui. Il y a des forages où c'est à dos d'homme, et donc c'est une armée de porteurs. Tout le matériel. Il y a eu l'année d'après, donc ça c'est 2016 au Mont Blanc, 2017 c'est en Bolivie, et là c'est avec des porteurs locaux, et toutes ces communautés qui en plus connaissent la montagne, qui nous aident à apporter ces appareils-là, tous nos instruments, le carottier, et ensuite redescendre la glace en respectant la chaîne du froid. Donc il y a quelques subtilités. Il y a encore des forages à faire dans ce projet Ice Memory pour sauvegarder ce patrimoine naturel avant qu'il disparaisse. Il y a un forage cette semaine-là qui se fait au col d'Ulysse. Et sinon, il y avait un forage en début d'année au Svalbard. Donc voilà, et en ce moment, il y a vraiment toute la communauté internationale qui est en train de se lancer là-dedans, tant qu'on a encore le temps. Et quand on voit dans quelques semaines, il y aura ce One Planet Polar Summit en France qui montre que la communauté internationale a compris la valeur de la cryosphère, de la glace. Et donc on commence à avoir ces nouveaux forages un peu partout. Même si on ne les mesurera pas de suite, on aura la matière en stock. C'est aussi pour les générations futures. Et ce n'est pas que scientifiquement, c'est aussi des glaciers qui, pour les populations locales, ont une valeur très importante et qu'on sauvegarde là. C'est un patrimoine. Alors, vos collègues glaciologues sont alarmistes sur la disparition de ces glaciers, notamment chez nous dans les Alpes. Vous partagez leurs inquiétudes ? Totalement. Donc moi, je suis arrivé à Grenoble il y a 3 ans, et rien qu'en 3 ans, on le voit que chaque année, on perd quelques centimètres, quelques mètres. Et j'ai les derniers chiffres d'une étude récente. Pour les Alpes, on estime qu'on va perdre entre 78 et 99% de la masse de glace. En tout cas pour quelques années, là, dans les décennies. D'ici 2100. D'ici 2100, dans les décennies qui
qui viennent. Il y a d'ailleurs eu un acte symbolique à la fin de l'été. C'était le décès officiel du glacier de Sarenne. On voit là 2 images prises à une centaine d'années d'intervalle. En haut, c'est le glacier de Sarenne au début du siècle. Là, c'est le glacier il y a quelques années. Maintenant, il y a encore moins de glace puisque les scientifiques considèrent qu'il a complètement disparu. À une époque, Éric Larose, on faisait du ski il y a encore quelques dizaines d'années sur ces montagnes en plein été. Il y a même des installations. Il y a un hôtel qui avait été construit par le GUC. Il y a vraiment ça a été vivant pendant très très longtemps. Hein. Donc l'abandon du ski a été un drame. En tout cas pour les pratiquants. Et puis là, c'est la fin du glacier qui disparaît. Mais c'est vraiment représentatif de l'ensemble des glaciers des Alpes. Et puis pensons aussi à nos amis pyrénéens qui voient les choses non pas à l'échelle de quelques dizaines d'années, mais de quelques années. Là. Voilà, ils sont en train de voir les derniers glaciers disparaître maintenant. 99% de la glace, je retiens le chiffre d'Alexis qui fait peur. Ça veut dire que vous allez changer de métier dans quelques années. Il va falloir penser à une reconversion. Glaciologue, c'est plus un métier d'avenir. Alors, on aura ce qu'on aura stocké. Oui. Mais par contre, c'est vraiment fort comme signal, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a 30 ans, 40 ans, même les scientifiques, ils n'étaient pas totalement sûrs sur ce réchauffement climatique anthropique lié à l'homme. Et en fait, ils sont passés dans les années 80 à toujours faire leur forage, leurs mesures. Et aujourd'hui, voilà, le glacier Sarenne qui est perdu en l'espace d'une vie, son outil de travail a disparu. Enfin, je ne sais pas si on imagine, mais voilà, on a une vie de travail, les locaux qui disparaissent. C'était en plus, je crois, le glacier le plus étudié de France en termes de mesures. J'ai travaillé quand j'étais jeune étudiant, moi-même, avant de bifurquer dans d'autres sphères plus médiatiques. On croise les doigts pour les glaciers des Alpes, mais bon, ça sent pas bon quand même. Ouais. Je peux juste rajouter quelque chose. C'est pas juste on perd des glaciers pour nous scientifiques. Enfin, moi, si on perd les glaciers, oui, il y a beaucoup de conséquences derrière. Ou pour les skieurs, en fait, il y a des écosystèmes entiers qui vivent avec ces glaciers-là, et il y a aussi l'approvisionnement en eau qui pose question, donc et la fragilisation. Voilà, donc c'est lourd de conséquences, mais c'est juste symbolique, je crois. Puis je pense qu'on mesure peut-être pas encore toutes les conséquences qui seront induites par cette fonte des glaciers qui malheureusement s'accélère. Heureusement, elles ne sont pas prêtes de disparaître, les rencontres ciné-montagne et les rencontres montagne et sciences. On leur souhaite une longue vie. Donc, c'est du 7 au 11 novembre pour les rencontres ciné-montagne. Et puis, il y a 2 jours particuliers, le vendredi 10 et le samedi 11 après-midi. Pour donc ces films dont on a parlé. Il y a tout le programme disponible sur le site Montagne et Sciences. Merci d'être venus tous les 3, nous avoir fait rêver avec l'histoire du Montaigu, un peu inquiété avec les glaces, mais bon, on donne rendez-vous à tous nos téléspectateurs sur cette semaine un peu particulière au Palais des Sports de Grenoble. Merci Thibaut. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.